C'est l'heure du sonneur. Voilà donc une information passée totalement inaperçue. Il faut dire que l'actualité est riche. Une condamnation de la France qui est au final une bonne nouvelle. La France a été condamnée par l'ONU à la fin du mois d'octobre pour sa politique en matière d'instruction à domicile. Je vous le rappelle, et on en avait déjà parlé, la loi dite contre le séparatisme, qui avait été votée après l'assassinat de Samuel Paty, avait rendu impossible l'école, enfin quasi impossible, l'école à la maison. Plutôt en fait que d'encadrer les écoles coraniques aux tendances communautaristes ou de viser les familles islamistes assez facilement repérables, en fait, cette loi contre le séparatisme empêchait l'ensemble de l'instruction à domicile qui finalement avait l'air d'être pointée du doigt, donc empêchait ainsi les enfants handicapés et inaptes à suivre les cours de l'école à avoir une instruction en famille, les enfants qui souhaitaient par exemple échapper au harcèlement ou encore les familles qui désirent tout simplement une autre scolarité pour leurs enfants que la théorie du genre ou l'instruction sexuelle à l'école. Heureusement, des associations se sont battues pour la liberté scolaire et ont porté cette voie jusque devant l'ONU pour obtenir une victoire morale avant peut-être un changement dans le droit français. Et ce matin, nous sommes donc avec l'une de ces associations, en la personne de Jean-Baptiste Maillard, secrétaire général de Liberté Éducation. Bonjour Jean-Baptiste Maillard. Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Et merci à vous d'être avec nous et surtout vous allez tout nous expliquer. Je rappelle donc vous êtes secrétaire général de Liberté Éducation et auteur de L'école à la maison, une liberté fondamentale aux éditions Artege. Alors racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé et votre action juridique. Eh bien, j'ai eu l'opportunité de faire un discours à l'ONU pour pointer du doigt le fait que la France ne respectait pas et ne respecte pas le pacte des droits sociaux, économiques et culturels de l'ONU qu'elle a pourtant ratifié et qui précise en son article 13.3, soyons précis, que les parents ont le droit de choisir une alternative aux écoles proposées par l'État. Or, avec cette loi sur l'école à la maison, proposée, soit dit en passant, par le président Macron en octobre 2020, sous prétexte d'une radicalisation en instruction en famille, alors qu'il n'y en a aucun chiffre. On a interrogé dans notre livre L'école à la maison, une liberté fondamentale, les principaux chercheurs français en radicalisation. On a même interrogé le préfet qui dirigeait à ce moment-là l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur et qui avait sous la main les chiffres de la radicalisation en France avec ses chercheurs et qui m'a répondu dans un message, eh bien non, nous n'avons aucun chiffre sur la radicalisation en instruction en famille. Eh bien, malgré ce prétexte, Macron a voulu un changement de paradigme, comme il l'avait dit dans son discours, et c'est le suivant, et c'est pour ça qu'on a cette décision de l'ONU. Eh bien, c'est qu'avant, tout ce qui n'était pas interdit était autorisé, et maintenant, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, y compris certains droits fondamentaux humains, comme la liberté de faire l'école à la maison. Ce qui a fait passer la France dans le camp des pays les plus restrictifs au monde. Ouais. On peut très bien citer, par exemple, qu'on a rejoint le Pakistan, la Chine, Cuba et l'Arabie Saoudite en matière de régime sur cette liberté fondamentale. Rappelons que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. En faisant ça, Macron, il a tordu le bras d'abord au Conseil d'État. Et dans la décision de l'ONU, on retrouve finalement le premier avis du Conseil d'État que Macron avait fait revoter. C'est très important de le préciser. Ce premier avis, on l'avait fait paraître dans le Figaro, vous voyez, ce qui nous avait permis d'ailleurs d'avoir une première discussion avec le conseiller spécial du ministre à l'époque, Jean-Michel Blanquer. Et donc, que disait le Conseil d'État avant que Macron le fasse revoter? Eh bien, il disait, c'est le fameux rapport Bergeal, vous pouvez le retrouver sur Internet, il disait que cette proposition de loi était disproportionnée et injustifiée. Voilà, c'est ce qu'on appelle en droit une disjonction de constitutionnalité. Donc, ce projet de loi d'interdire l'école à la maison était inconstitutionnel aux yeux du Conseil d'État dans un rapport voté par 11 juges du Conseil d'État au sein de ce qu'on appelle la section d'administration. Macron le fait revoter. Mais que dit l'ONU dans cette décision? Et j'ai eu l'opportunité donc de faire un discours en pointant du doigt tous ces problèmes que traversent les familles. C'est une véritable détresse. Il faut savoir qu'il y a des refus pour harcèlement, des refus pour handicap. Alors d'un côté, on a des grandes annonces gouvernementales sur le harcèlement, mais de l'autre côté, on le refuse pour les parents qui sont les vilains séparatistes qui veulent protéger leurs enfants qui subissent du harcèlement à l'école. Donc c'est vraiment absolument n'importe quoi. On va reparler après des raisons d'ailleurs de l'éducation en famille. On va y revenir. Mais racontez-nous la suite de la procédure. Eh bien, que dit l'ONU ? L'ONU, il alerte sur la violation du principe de proportionnalité et
de nécessité. Et donc, c'est exactement ce que disait le Conseil d'État à l'époque. Donc, en fait, c'est un peu le retour du boomerang, le retour de bâton. Et en fait, ce qui est très grave dans cette affaire, si vous voulez, c'est que non seulement Emmanuel Macron et ses équipes ont tordu le bras au Conseil d'État, mais aussi aux députés, à la représentation nationale, en enfermant à double tour au sein de la DGESCO, du ministère de l'Éducation nationale, au bureau B33, je peux même vous dire, eh bien, le rapport de l'école à la maison qui était normalement publié tous les 2 ans et qui stipulait là, sur les derniers chiffres, eh bien, qu'il y avait seulement 0,09% des enfants instruits en famille qui posaient problème. Eh bien, ils ont attendu la promulgation de la loi pour le diffuser. Donc, il a tordu la main au Conseil d'État, à la représentation nationale et surtout, il s'est assis sur les principales conventions internationales qui défendent le droit des parents et qui protègent l'intérêt supérieur de l'enfant, comme la Convention internationale des droits de l'enfant, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule en son article 26.3 que les parents ont par priorité le droit de choisir le mode d'éducation à donner à leurs enfants. Il faut savoir que cet article a été écrit en 1958 par des rédacteurs allemands qui regrettaient, et c'était leur volonté, que pendant l'Allemagne nazie, la loi sur les jeunesses hitlériennes de 1938 eh bien, interdisait l'école à la maison, comme dans tous les régimes totalitaires, et stipulait même, je cite cet article de loi, eh bien, que ce serait à l'administration de décider des exceptions. Et c'est exactement ce que fait notre administration aujourd'hui. Elle décide des exceptions, et on arrive, si vous voulez, aujourd'hui à 40% de refus sur le territoire national, même si l'éducation nationale, elle l'a encore menti à l'ONU. Alors nous, vous voyez, on a fourni les vrais chiffres à l'ONU. Elle a menti à l'ONU en disant il y a 80% d'acceptation. En réalité, c'est 40% de refus et 60% d'acceptation. Donc voilà, ils trichent sur les chiffres, mais enfin, ils mentent de toute façon d'un bout à l'autre. Ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent et quand même, ils continuent de mentir. Alors bon, le problème, c'est que leurs propres chiffres eh bien, montrent qu'ils les trafiquent. Et donc, on met les chiffres en avant et on dit voilà, regardez, selon les propres chiffres, en réalité, c'est pas 80% d'acceptation, c'est 40% de refus, donc 60% d'acceptation. Donc, ils trichent de 20%, c'est quand même pas mal. Et donc, l'ONU, oui, a pas été dupe parce qu'elle a interrogé la délégation française qui était présente à l'ONU quand nous avons fait aussi notre discours. Elle a dit tout se passe bien, cette loi se passe bien, mais non, en fait, non. D'accord. Et donc, concrètement, ça va provoquer quoi pour les Français qui veulent justement réussir à faire cette instruction en famille ? Alors malheureusement, en tout cas pour le moment, vous l'avez très bien dit, c'est une victoire morale, mais ça n'est pas contraignant pour le ministère de l'Éducation nationale qui, à ma connaissance, s'en fiche royalement. Cela dit, ça pose quand même un peu un souci que la France soit condamnée par l'ONU sur ce sujet, parce que si vous voulez, maintenant, on voit bien que là, il y a un problème. Ça fait, nous, 3 ans qu'on se bat sur ce sujet. On sait qu'il y a d'autres conventions internationales qui ne sont pas respectées non plus, et de mon point de vue, je pense qu'il va y avoir d'autres retours de boomerang. Donc, jusqu'à quand va-t-on aller ? Alors, sur le plan judiciaire, c'est assez catastrophique, parce que beaucoup de familles ont saisi les tribunaux administratifs, mais tout ça s'est terminé au Conseil d'État, dont on connaît maintenant très bien le fonctionnement. Bon voilà, le Conseil d'État évidemment a botté en touche, a dit non, c'est très bien que l'administration décide pour les parents, si je résume, dans son dernier arrêt qui fait un peu maintenant malheureusement jurisprudence. Donc on a beau prendre les familles, les emmener aux tribunaux administratifs, le Conseil d'État botte en touche. Donc la voie qui reste encore un peu possible, c'est la voie d'une nouvelle proposition de loi. Il y a régulièrement des nouvelles propositions de loi qui arrivent de différents bords. On a encore des soutiens sur absolument tous les bancs de l'Assemblée. Malheureusement, on n'a pas non plus la possibilité de convaincre, en tout cas pour le moment, le clan présidentiel de finalement amender sa mauvaise loi qui est injuste, injustifiée, disproportionnée, qui ne fonctionne pas. Il y a eu une proposition de loi récemment, notamment du député Les Républicains Xavier Breton, donc ça c'était le 17 octobre dernier, où il dit voilà, maintenant arrêtons les bêtises. En gros, si je résume, et revenons au système déclaratif beaucoup plus respectueux de cette liberté des parents, pour aussi l'intérêt supérieur des enfants, qui est encore pointé du doigt également dans l'ONU dans sa décision. Alors, Jean-Baptiste Semayer, plusieurs choses. D'abord, en effet, vous l'avez dit, ce sont beaucoup des familles avec des enfants handicapés, tout simplement, et sachant en plus qu'ils font ça, pas forcément parce que c'est leur bon plaisir, mais seulement parce qu'il n'y a pas forcément les bonnes structures d'accueil. Donc, en réaction à déjà un manque de notre État. Absolument. Deuxième chose, les enfants, vous l'avez dit, qui souhaitent échapper au harcèlement. Pareil, là, on fait des coms tous les jours sur le harcèlement, des campagnes dans
dans toutes les écoles, mais ceux qui souhaitent seulement s'extraire de cette forme de harcèlement aujourd'hui ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Et puis, et c'est là où c'est intéressant, et c'est là que je voudrais revenir sur un terme que vous avez utilisé tout à l'heure en parlant de totalitarisme. On a aussi un hold-up, en tout cas une montée en pression, une forme de hold-up de l'autorité parentale qui est prise désormais par l'école et l'école qui maintenant décide l'école qui décide avec le ministère, etc. La mise en place d'une propagande idéologique avec la théorie du genre, l'instruction sexuelle à l'école, dont on a déjà parlé ici avec les mamans louves notamment et d'autres, et SOS Éducation. On voit que finalement l'école n'est plus là seulement comme elle devrait le faire pour apprendre les sciences, les humanités, mais pour donner un fond de pensée à ses enfants. En fait, quand on regarde de près le chiffre des refus, si vous voulez, la plupart des refus se concentrent, et je trouve que c'est aussi grave, sur le choix d'un motif pédagogique. Vous voyez, il y a 4 demandes d'autorisation possibles avec 4 motifs à donner. Il y a l'état de santé de l'enfant ou son handicap. Voilà. Là-dessus, on a 15% des demandes qui sont refusées. C'est-à-dire qu'il y a eu pour à peu près 1000 enfants le médecin de l'éducation nationale qui est allé contre l'avis du médecin de la famille. En tout cas, le médecin qui a donné les certificats pour l'enfant, donc, et y compris des sujets de handicap qu'on a vu passer et qu'on a présenté d'ailleurs au ministère récemment. Le deuxième motif, c'est la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives. On a eu des cas mais complètement aberrants d'enfants classés au tennis dont le père est entraîneur, qui fait 4 heures de tennis par jour et l'école à la maison lui permet de faire ça et il est très content. L'enfant est très heureux, très épanoui, mais l'éducation nationale dit non, il faut aller mettre l'enfant dans l'école même si elle est assez loin. Voilà. Et donc ça, c'est voilà. Le troisième motif, c'est l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public. Et là-dessus, on a 32% des demandes qui sont refusées. Je vous parle de l'année dernière parce que le ministère, c'est l'ostracisme complet. Là-dessus, il y a très peu de chiffres sur cette année. Voilà. Et sur la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, pardon, je ne vous l'ai pas dit, c'est 18% des demandes qui sont rejetées. Et alors, le motif qui rassemble le plus de refus, 37% des demandes sont refusées, c'est l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Alors, ce sont des projets éducatifs de 50, 60, 100, 200 pages qui sont refusés. Et là, c'est extrêmement grave parce que, en fait, on dit aux parents votre projet pédagogique ne convient pas à votre enfant et c'est nous qui en décidons. Donc, ça veut dire que ce que vous enseignez à vos enfants ne nous convient pas. C'est vraiment totalitaire, ça, pour le coup. Sur le fondement quel est le fondement qui permet à une administration de dire on ne veut pas que vous enseignez à vos enfants, sans compter que, en plus de ça, on dit aux parents on vous retire ce temps que vous voulez prendre avec vos enfants pour leur enseigner ce que vous souhaitez. Et c'est pour ça que la proposition du député Xavier Breton, c'est la dernière proposition de loi, donc on peut en parler, on est dans l'actualité là-dessus, eh bien, il dit que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Il le rappelle. Si on fait un petit coup en arrière, il avait interrogé le ministre à l'Assemblée, en lui posant au moins 2 fois cette question. Dites-nous, monsieur le ministre, oui ou non, les parents sont-ils les premiers éducateurs de leurs enfants? Et le ministre, il ne voulait pas répondre. Parce qu'au fond, il sait très bien qu'ils sont dans une démarche où ils veulent retirer cette autorité parentale aux parents. Mais comme vous l'avez dit, là, le parallèle avec tous les États totalitaires, on l'a vu, les camps soviétiques pour les jeunes en URSS, les pionniers, tout à fait. Voilà, les pionnières, Je peux en parler parce que j'ai vécu en Russie à Moscou de 1991 à 1994. J'étais encore adolescent, mais enfin, j'avais une amie russe qui me disait « J'ai camp de pionniers ce week-end et je suis obligé d'y aller. » Il faut savoir quelque chose, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est qu'en 1991, quand Boris Eltsine crée la nouvelle constitution russe, eh bien, il inscrit justement noir sur blanc dans la constitution russe que les parents sont les premiers indicateurs de leurs enfants et qu'à ce titre, ils ont le droit de faire l'école à la maison. Donc, après 70 ans de communisme, ils rendent à nouveau possible l'instruction en famille en Russie. Aujourd'hui, il y a 200 000 enfants qui en bénéficient. Et nous, on va en marche arrière de cette liberté. Ou en marche avant vers le totalitarisme. C'est clair. C'est clair. Et oui, écoutez, c'est clair. Et merci à vous, en tout cas, de sonner le tocsin à ce sujet. En tout cas, on va quand même prendre ça parce qu'on n'a pas beaucoup, donc on va quand même prendre ça pour une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Maillard, la France condamnée par l'ONU sur cette interdiction donc de l'enseignement à la maison. On suivra le dossier, en tout cas, et vos prochaines victoires, je l'espère, Jean-Baptiste Maillard. À très bientôt.